La grande édition en direct sur i24 News. Bienvenue à tous. L'actualité au rythme du Moyen-Orient et en direct au programme ce soir. Il serait donc à 2 doigts de conclure un accord. C'est le média américain Axios qui a lancé la bombe en fin de journée. Téhéran et Washington partant pour un compromis. Mais un homme retient encore son feu vert. C'est Donald Trump qui entretient l'ultime suspense. Sous la forme d'un mémorandum d'entente de 60 jours, l'accord en question toucherait aux lignes rouges les plus explosives. Uranium enrichi, sanctions, détroit d'Ormuz et blocus naval américain. Méfiance encore de part et d'autre. Mojtaba Khamenei n'aurait pas encore approuvé le deal, poussant le chef de la Maison-Blanche à retarder de quelques jours sa décision. Les discussions peuvent-elles encore s'effondrer parce qu'en toile de fond, des tensions militaires tenaces, frappes américaines, drones iraniens abattus, tirs dans le détroit d'Ormuz et menaces contre des bases US. Le Moyen-Orient retient son souffle. Notre dossier complet ce soir. Et voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Percée diplomatique de la décennie ou erreur historique. Et si l'avenir du Moyen-Orient, voire de la stabilité mondiale, basculait dans les prochaines heures? D'après le média Axios, Iraniens et Américains seraient donc tombés d'accord sur un mémorandum mettant un terme à la guerre. Ne manquerait plus que l'approbation finale de Donald Trump. Les grandes lignes seraient très différentes de la version présentée hier, on en parlait, par la télévision publique iranienne. Alors suffisant pour rassurer Israël et les pays du Golfe? C'est toute la question ce soir. Où en sommes-nous? Mathieu Mendy. Un protocole d'entente aurait été trouvé entre les négociateurs américains et iraniens. Le média en ligne Axios l'affirme. Il contient 60 jours visant à mettre fin à la guerre. Les termes doivent encore être approuvés par Donald Trump. Ce serait une potentielle avancée diplomatique. Un haut responsable américain a fait savoir aussi d'Axios que le président a fait savoir aux médiateurs qu'il souhaitait disposer de quelques jours pour y réfléchir avant de prendre une décision finale. Pour le moment, les hauts dirigeants iraniens n'ont pas encore donné leur accord à un cessez-le-feu. En vertu de l'accord, le détroit d'Ormuz serait rouvert. La navigation commerciale s'effectuerait sans péage ni harcèlement des navires. Le texte prévoirait également le retrait des mines marines iraniennes dans les 30 jours et la levée du blocus américain. Autre élément de l'accord, l'Iran s'engagerait à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Premier dossier à négocier pendant le cessez-le-feu de 60 jours, le traitement de l'uranium hautement enrichi. Dans le cadre des négociations, les États-Unis allégeraient les sanctions et libéreraient les fonds iraniens gelés en vue d'une fin de la guerre à plus long terme. Aujourd'hui, les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir violé le cessez-le-feu en prenant pour cible une base aérienne américaine au Koweït. Le missile balistique iranien a été intercepté avec succès par l'armée koweïtie. Plus tôt, l'Iran a lancé 5 drones d'attaque sur des navires qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a également neutralisé un 6e drone qui allait être lancé depuis le port iranien de Bandar Abbas. Ces affrontements sont les plus importants depuis le début du cessez-le-feu en avril. En Israël, l'état-major envisage tous les scénarios, parmi lesquels un retour au combat et une augmentation des tirs iraniens sur Israël. Il est également probable que le corps des gardiens de la révolution ait amélioré la précision de leurs tirs. Le commandement du front intérieur a examiné ce qu'il s'est passé durant les précédentes opérations et il s'est concentré sur une meilleure prévention. Il s'agit d'ajuster le système d'alerte et les directives de défense et de moderniser les systèmes militaires de transmission de l'information. Et l'atmosphère à Washington, on part tout de suite prendre la température avec Antoine Hollard. Bonjour Antoine qui nous attend devant la Maison-Blanche. Bonjour Antoine, combien de rebondissements ces dernières 48 heures? Que retenir d'abord en termes de rumeurs, de tendances, de déclarations peut-être? Écoutez, ce qui frappe ce matin, c'est le silence de Donald Trump. Pas un message sur son réseau social, pas la moindre déclaration publique, très inhabituel pour lui. Il y avait pourtant matière à commenter ce matin après les frappes de la nuit dernière, frappes américaines qui ont visé des drones iraniens et un site militaire, la réplique des Iraniens avec ce missile balistique envoyé en direction d'une base américaine au Koweït. En fait, c'est le CENTCOM, le commandement militaire américain pour la région du Moyen-Orient, qui a communiqué pour dénoncer une violation du cessez-le-feu, mais Trump, lui, est resté silencieux, ce qui est donc plutôt inhabituel pour lui. Il y a à l'évidence une forme de retenue dans ce silence de Donald Trump, la volonté manifestement de ne pas être dans l'escalade, de ne pas jeter de l'huile sur le feu à un moment donc où on apprend qu'effectivement un accord aurait été conclu entre les négociateurs américains et iraniens. Axios d'ailleurs n'est pas le seul média à parler de cet accord, puisque à l'instant c'est Fox News, la chaîne très conservatrice,
service très proche du pouvoir américain qui donne les mêmes informations, un protocole d'accord donc conclu entre les deux parties qui attend encore le feu vert de Donald Trump. Merci beaucoup Antoine Allard pour ces précisions. Donc, en direct de Washington, devant la Maison-Blanche, on accueille nos invités ce soir. Mathias Inbar, bienvenue. Bonsoir. Merci Mathias, expert défense i24 News, et Michael Mulroy qui est avec nous également. Vous êtes ancien assistant adjoint au secrétaire américain à la défense pour le Moyen-Orient. On attend l'image dans un instant. On va peut-être revoir d'abord un petit peu les grandes lignes de cet accord, en rappelant évidemment que ce n'est pas encore conclu, ce n'est pas encore officiel. En tout cas, accord provisoire de 60 jours pour prolonger le cessez-le-feu. Validation finale qu'on attend de Donald Trump, mais voilà, donc libre circulation dans le détroit d'Ormuz, aucun péage, pas de harcèlement maritime autorisé, l'Iran qui devra retirer les mines maritimes du détroit sous 30 jours, levée progressive du blocus naval américain, ce que souhaitait Téhéran, et puis engagement iranien à ne pas développer l'arme nucléaire, négociations qui vont porter en priorité sur le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran, évidemment, et des capacités d'enrichissement du régime. Washington qui accepte enfin d'ouvrir les discussions sur un allègement des sanctions, sur le déblocage d'avoirs iraniens gelés à l'étranger, et puis peut-être la création d'un mécanisme humanitaire pour faciliter l'entrée d'aide en Iran. Alors, Michael Mulroy, quels sont les éléments, vu de tout cela, qui vous semblent les plus fondamentaux dans cet accord? Qui y gagne le plus? C'est un petit peu la question ce soir. So good to be with you all. It's Je suis heureux unclear. d'être parmi vous. C'est très peu clair. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce mémorandum, mais ce qui est le plus important, comme vous l'avez dit, c'est que cela nécessitera l'ouverture du détroit d'Ormuz avec les États-Unis qui terminent le blocage contre les Iraniens. Et je comprends qu'ils vont aller le plus rapidement possible. Les Iraniens immédiatement l'ouvriront et les États-Unis pourront peut-être lever le blocus. Il y a certaines indications du dégel des biens iraniens à l'étranger qui pourraient être accompagnés par cela. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que cela reviendrait à la situation pré-guerre. Donc, c'est revenir au statu quo en réalité. Je ne peux pas imaginer que les États-Unis et que le président Trump soient d'accord de leur donner de l'argent pour ce faire. Ce serait, à mon avis, un mauvais exemple. Et puis, la question des 60 jours pour les négociations sur l'accord du nucléaire. Et tout ce qui a été dit, c'est qu'ils ont été d'accord de discuter, par exemple, le retour de l'uranium enrichi à 60%. Donc, le faire maintenant. Bref, je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais pas ce que cela voudrait dire. Mais il va falloir voir avec ce mémorandum, il faudra voir dans les détails. Évidemment, alors on rappelle effectivement que ce n'est pas encore clair, mais au vu de ce qu'on a dit à l'instant, vous pensez que Donald Trump peut signer ça en disant « Voilà, j'ai fait mieux que Barack Obama » ? Écoutez, je pense qu'il est trop prématuré de se dire ou de voir, de comprendre si les États-Unis ont fait un meilleur deal que le JCPOA, parce que cela inclut le JCPOA. Ce qu'ils discutent maintenant, c'est de revenir à la situation pré-guerre en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Et donc, il ne serait plus bloqué, ce qui n'était pas le cas avant la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Le mémorandum dit qu'ils sont d'accord d'en discuter. On n'a pas dit ce qu'ils étaient prêts à faire. Et donc, s'ils auront un meilleur deal que ce que le président Trump a repoussé lors de son premier montant, ça a été revenir à zéro enrichissement. Et donc, c'était à 6 ou 7%. Il va falloir donc récupérer tout l'uranium, ce qui n'existait pas à l'époque de l'accord, puisqu'il n'y avait pas d'enrichissement jusqu'à 60%. Il va falloir donc qu'ils démantèlent et qu'ils obtiennent le démantèlement de tout le programme nucléaire, c'est-à-dire sa destruction, qu'ils ne puissent plus enrichir. Les autres facteurs qui seraient considérés et qui sont différents du départ, c'est les restrictions sur les missiles balistiques et qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les proxys. Et les critiques d'Israël sur le JCPOA ont eu lieu quand on a décidé d'aller plus avant. Et donc, on n'a pas eu toutes ces discussions. Bref, beaucoup de points d'interrogation. Et c'est uniquement un mémorandum, ça n'est certainement pas le remplacement du JCPOA, c'est-à-dire de l'accord de l'époque. Effectivement. Alors Mathias, c'est ça. Hormuz, nucléaire, apparemment, c'est plus ou moins réglé. On met de côté les proxys pour l'instant, on en parlera peut-être dans un instant, mais surtout pas de levée immédiate des sanctions. Est-ce qu'au moins sur ça, c'est une petite victoire pour les Américains, pour Donald Trump ? Il va falloir effectivement attendre de savoir quelle est l'issue de ces prochains jours, parce que Donald Trump aurait dit
et aurait demandé aux négociateurs de se donner quelques jours de réflexion. Ce qui effectivement me surprend, c'est le fait qu'il n'y ait pas, alors que l'Iran, c'était une ligne rouge pour l'Iran au préalable, de dégeler les avoirs gelés au Qatar et surtout d'avoir très rapidement entre 12 et 20 milliards de dollars immédiatement. Or, visiblement, ça ne semble pas le cas. Et demander à l'Iran aujourd'hui, en l'occurrence Mojtaba, de s'engager à ce qu'il n'y ait plus d'uranium enrichi, parce que c'est ça ce que dit le MOU. Le protocole d'accord demanderait à l'Iran à s'engager textuellement. Dans les faits, on sait qu'il ne respecte aucun accord, mais textuellement en disant « nous ne voulons pas d'armes nucléaires et nous n'enrichirons absolument pas d'uranium à l'avenir ». Ça, les Iraniens ne sont pas capables. Donc à quoi bon faire un MOU sur le papier? Ce qui me gêne d'autant plus, David, peut-être que vous pouvez poser la question à votre invité, c'est que on nous a déjà vendu du rêve pour les désarmements du Hamas. Certes, Israël a obtenu les otages, mais le Hamas n'est pas désarmé. Ce sont les mêmes deux négociateurs, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont vendu à l'époque à Donald Trump le désarmement du Hamas. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui à Donald Trump « l'Iran va accepter ». Effectivement, des personnages clés. Alors, vous l'avez mentionné, Michael Mulroy, tout à l'heure, les proxys. La question des proxys, est-ce que c'est peut-être la vraie clé de l'équation, mis à part, évidemment, le nucléaire, Hormuz, tout ce qu'on a dit aussi, les sanctions? Est-ce que c'est là-dessus, justement, que l'Iran va faire tout pour conserver ses proxys en état? Écoutez, ça n'a pas l'air vraiment d'être discuté autour de cette question des proxys dans l'accord. La seule manière dont je vois où ça pourrait potentiellement avoir lieu, c'est que l'Iran voudrait avoir un cessez-le-feu régional. Ils ne veulent pas qu'Israël continue à se battre contre le Hezbollah au Liban. Et si c'est le cas, eh bien, l'Iran doit être capable de contrôler le Hezbollah. Et on ne pourra jamais convaincre Israël d'arrêter de combattre le Hezbollah et le Hezbollah de cesser de les combattre. Mais le Hezbollah ne fait pas partie de ce cessez-le-feu qui est en place. Et donc une partie de ça, c'est que l'Iran doit garantir que le Hezbollah n'attaque pas Israël. Je ne sais pas si ça a même été évoqué. Ils veulent certainement une paix régionale, mais s'ils le veulent, il faut qu'ils contrôlent leur proxy s'ils le peuvent. Effectivement. Et Mathias, on a vu aussi que la tension, elle reste pas palme. Il y a eu des frappes américaines encore ces dernières heures. Du point de vue d'Israël, c'est vrai qu'on dit souvent que cet accord, c'est un petit peu le scénario catastrophe. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'Israël peut s'accommoder, ne serait-ce qu'à moyen terme, avec ce type d'accord? Moi, selon moi, ça ressemble à une sorte d'accord unilatéral dont on parlait hier, proposé par Donald Trump. Je ne vois pas une autre formule parce qu'il veut sortir victorieux politiquement. Et donc, il essaie d'imposer une sorte de protocole d'accord, mais rejette au cours de ces 60 jours des négociations, dont on sait pertinemment qu'elles n'ont pas fonctionné, absolument pas fonctionné, et pas avancé dans iota. Qu'on arrête de mentir, David, très clairement, les négociations n'ont pas avancé dans iota. Les Iraniens n'ont absolument pas montré aucun signe de flexibilité depuis le départ. Ils ne veulent pas que l'uranium enrichi quitte le territoire, ils ne veulent pas céder sur le nucléaire, ils veulent continuer l'aide aux proxys, c'est-à-dire Hamas, Hezbollah et Houthi. J'en veux pour preuve, David, ce soir, les gardiens de la révolution qui disent tant qu'Israël mène des éliminations ciblées, notamment dans la bande de Gaza, eh bien, la région ne sera pas calme. Donc, quoi attendre d'un État terroriste qui dit « OK, pendant 60 jours, alors donnons-nous le temps ». C'est pour ça que je dis peut-être qu'Israël, là, a peut-être une chance de faire avancer ses propos. Voilà, à vérifier. Donc, si peut-être Donald Trump pousse ou veut pousser les Iraniens à la faute. On remercie chaleureusement Michael Mulroy d'avoir participé à notre émission en direct ce soir. Merci à vous, Mathias. Vous restez encore un petit peu un élément fondamental dans cette équation périlleuse, la situation économique en Iran. Et on garde à l'esprit que les manifestations de janvier dernier étaient en partie motivées par la hausse du coût de la vie et l'effondrement économique. La répression des manifestations, on le sait, avait fait des dizaines de milliers de morts. Et aujourd'hui, la situation serait encore plus grave d'après le Wall Street Journal. On voit cela en chiffres avec vous, Mathieu Hinding. Bonsoir, Mathieu. D'abord, quelles sont les prévisions du FMI concernant l'Iran ?
Bonsoir David, le Fonds monétaire international prévoit une récession majeure en Iran pour 2026. Ce serait donc une chute du PIB de moins 6,1% pour l'année en cours. L'inflation en moyenne atteint 68,9%, mais en cas de prolongation du blocus, les projections atteignent 123%, donc une hyperinflation. On note une augmentation des prix de consommation courante de plus de 50% lors des 5 premières semaines du conflit. Plus de 2 millions d'Iraniens auraient perdu leur emploi. Le quotidien des 90 millions d'Iraniens semble donc de plus en plus difficile. Le Wall Street Journal a interviewé une artiste de Téhéran qui a perdu son emploi suite à la suspension d'Internet par le régime. Elle confirme cette hausse des prix pour les aliments de base dans la capitale iranienne. Plus généralement, le gouvernement a quasiment épuisé ses réserves de change. Le régime ne pourrait couvrir que 3 mois d'importation au niveau d'avant-guerre, selon les analystes de Capital Economics. En ce qui concerne le pétrole, ressource majeure de l'économie iranienne, le secrétaire d'État américain au Trésor affirme que l'Iran ne peut plus produire les 400 000 barils de pétrole quotidiens qu'il produisait auparavant. Les exportations d'or noir ont chuté, mais cela reste difficile à chiffrer en raison du trafic clandestin de pétrole vers la Chine, révélé aujourd'hui par le Wall Street Journal. Enfin, la monnaie s'est complètement effondrée si on remonte à 1979, date de la création de la République islamique d'Iran. On constate que la monnaie iranienne, le rial, a perdu plus de 99% de sa valeur sur le marché libre, donc le marché non officiel. Le régime des mollahs a mis en place un taux de change fixe face au dollar, mais il ne reflète en aucun cas la réalité. Autre chiffre publié par le régime, 270 milliards de dollars. C'est le montant officiel du coût des réparations suite aux opérations américano-israéliennes. Mais ce chiffre n'est très probablement qu'un levier pour mieux négocier. En tout cas, des chiffres édifiants. Merci Mathieu. Et on vous dit à tout à l'heure. La parole maintenant aux opposants au régime iranien. On a le plaisir ce soir d'interroger Marjane Abadi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute, autrice et cofondatrice du collectif Cyrus. Alors, votre sentiment d'abord sur l'hypothèse d'un accord. C'est vrai qu'on reste en conditionnel évidemment, mais est-ce que vous diriez que si on va dans ce sens, c'est une erreur historique ou bien c'est la suite d'un poker menteur? Rien n'est joué pour ce régime et pour la région. Bonsoir. Je n'ai pas la possibilité de savoir si c'est un poker menteur ou pas, mais par contre, je peux dire à quel point cette perspective est vécue comme une catastrophe par une grande majorité des Iraniens. Comme un abandon du monde libre, comme une trahison et une catastrophe humaine. Il faut s'attendre à ce que s'il y a de tels accords, il y a un bain de sang dans les prisons et en dehors des prisons qui sera équivalent de ce qui s'est passé en janvier passé. Ouais, donc on comprend votre inquiétude. Vous direz que Donald Trump, s'il fait ça, est en train de donner une assurance-vie au régime ? Écoutez, je pense qu'il y a vraiment un problème de compréhension du logiciel de ce régime. C'est-à-dire, si vous pensez que en ayant un accord, ils vont changer de logiciel, c'est une erreur. On voit bien depuis 47 ans, ils promettent des choses qui ne tiennent pas. Avant d'arriver au pouvoir, ils promettaient qu'ils allaient être dans les lieux religieux et jamais ils s'impliqueraient dans le pouvoir, les mollahs. Ils avaient promis que les femmes ne porteraient jamais de foulard. Ils promettaient que la pratique de la parole politique serait libre. Donc, ne serait-ce que ça. Combien de fois ils ont promis qu'ils n'enrichiraient pas l'uranium? Encore hier, il y a le président iranien qui disait « nous tiendrons parole » alors qu'ils sont pris la main dans le sac et avec de l'uranium enrichi à 60%, ils continuent à dire qu'ils abordent la question de l'uranium sous l'aspect civil. Et donc peut-être une dissonance cognitive entre la mentalité occidentale et la mentalité des ayatollahs. En quelques mots, on vient de parler de la pression économique sur le régime. Est-ce qu'il faut poursuivre sur cette voie, au moins en attendant, si on veut espérer un jour faire vaciller les ayatollahs? Merci pour cette question. En fait, je pense qu'il y a un réel problème de logiciel de compréhension de la République islamique et des gardiens de la révolution. Les pressions économiques qui sont exercées en coupant les routes de l'exportation de pétrole,
ça pourrait être efficace pour un gouvernement qui a pour objectif de nourrir sa population. Or, les gardiens de la révolution n'ont pas cet objectif-là. Donc, ils ont déjà trouvé énormément de routes secondaires pour pouvoir trouver de l'argent. Je vous en cite 3. La première, c'est qu'ils se sont mis depuis très longtemps à fabriquer du Bitcoin, à telle enseigne que les hôpitaux et les maisons en Iran n'avaient pas d'électricité. Et le seul moment où on avait plus d'électricité, c'était pendant la guerre de 12 jours, quand ils ne pouvaient pas extraire du Bitcoin. Deuxième route, c'est les pays comme Qatar qui vendent le gaz iranien pour un prix qu'on ne sait pas, sur un marché qui n'est pas sanctionné, et l'argent va directement vers les gardiens de la révolution. Troisième route, c'est, d'après mes informations, il y a des pétroliers irakiens qui embarquent du pétrole iranien et le vendent. Les gardiens de la révolution estiment que l'Iran est un butin de guerre et il faut l'exploiter pour leurs objectifs. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est qu'ils se sont diversifiés en bons mafias dans le monde entier. Ils possèdent même des casinos et d'autres activités qui seraient au regard d'Islam complètement illégales. À cette enseigne, vous avez les livres de Jean-Pierre Montanelli et Emmanuel Razavi qui décrivent très bien les dessous de cette affaire mafieuse qui sont les gardiens de la révolution. Alors, en tout cas, et si vous me permettez, j'aimerais finir avec ce que j'estime nécessaire pour qu'on puisse couper l'herbe sous les pieds de ces gens-là, c'est mettre sous sanction les personnes qui, en Europe et ailleurs, leur servent de relais, et mettre sous sanction les entreprises qui travaillent avec ces gens-là. Donc aller plus loin, parce qu'effectivement il y a des chemins de contournement et un régime qui a appris à s'adapter, on le comprend bien, à ces sanctions. Merci beaucoup Marjane Abadi d'avoir répondu à nos questions ce soir. Allez, le front nord qui reste étroitement lié évidemment au développement concernant l'Iran. La suite du bras de fer le long de la frontière israélo-libanaise. Tsahal qui affirme ce soir avoir éliminé au total près d'un tiers des effectifs du Hezbollah depuis l'escalade régionale liée à cette guerre avec l'Iran. D'ailleurs, Efi Defrin, porte-parole de Tsahal, affirme que les forces du Hezbollah sont affaiblies et engagées dans une guerre de survie. Bonsoir Jonathan Serrero, notre envoyé spécial en direct de la Galilée. Alors Jonathan, frappe de Tsahal à Beyrouth, elle visait un commandant de l'unité de missiles des gardiens de la Révolution. Message clair là de l'armée israélienne. Opération ciblée menée par Tsahal en banlieue de Beyrouth, tout près de l'aéroport international Rafik Hariri, contre Ali Al-Husseini, le commandant de l'unité missile de la milice Imam Hussein, une milice qui avait été créée en son temps par Qassem Soleimani, l'ex-chef des forces iraniennes Quds, pendant la guerre civile en Syrie. Pour le moment, pas d'informations sur l'issue de cette opération, devrait être informée d'ici quelques heures, voire peut-être demain, concernant l'issue de cette opération. En parallèle, Tsahal multiplie, intensifie ses opérations sur tout le territoire libanais, que ce soit du côté de Tyr, du côté de Nabatieh, sur la zone côtière ouest du Liban, au nord, dans la région de la Bekaa, que ce soit Efi Defrin, le porte-parole de Tsahal, un haut responsable sécuritaire, ou le Premier ministre Netanyahou, tous affirment aujourd'hui que les forces de Tsahal mobilisées au sol avancent sur le territoire libanais, au-delà du fleuve Litani. C'est en ce sens que le porte-parole en chef en langue arabe, Avichai Edri, a émis tout au long de la journée des avis d'évacuation à l'intention de la population libanaise et de se diriger au-delà du fleuve Zaharani, qui est au nord du fleuve Litani, et Tsahal qui répond donc par des frappes contre les infrastructures du Hezbollah. 135 infrastructures du Hezbollah éliminées, détruites tout au long de ces dernières 24 heures. Et le Hezbollah qui a multiplié aussi tout au long de cette journée les envois de drones, les envois de roquettes, des sirènes d'alerte qui ont retenti un peu partout sur cette ligne de front qui sépare Israël au Liban. Il y a de cela quelques minutes encore du côté de Kiryat Shmona ou encore du côté de Methoula, David. Voilà, aucun répit donc sur ce front. Merci beaucoup Jonathan Serrero en direct de la Galilée. Et puis on rappelle la douleur immense côté israélien. La sergente Rotem Yanaï, 20 ans, qui a été tuée, vous la voyez hier à la frontière libanaise, par une attaque de drone, encore une fois, du
Hezbollah, voilà, Rotem Yanaï, 20 ans. Un expert qui nous rejoint, Yaakov Lapine, bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes analyste sécuritaire. Mathias, vous êtes encore avec nous. Alors, face au Hezbollah, la question, c'est l'urgence et on le comprend bien, c'est la levée des freins américains. Est-ce que vous pensez que les Américains comprennent l'intérêt d'Israël aujourd'hui, que ça ne peut plus continuer comme ça et qu'Israël doit frapper plus fort et c'est le moment peut-être le Hezbollah? On peut dire que ce message est passé aux Américains. Il ne fait aucun doute que ce message est passé aux Américains. Ce n'est pas seulement un message, c'est des données. Ce soir, nous entendons de sources de l'armée que depuis le début du cessez-le-feu, le Hezbollah a tiré plus de 1000 fois vers Israël et donc cela contre 400 drones explosifs qui est la menace centrale. Alors peut-être que Tzahal a tué 800 terroristes depuis le début du cessez-le-feu et 2500 terroristes du Hezbollah depuis le début de la guerre. Voilà des données qui causent des dommages, mais je place en fin de compte que les États-Unis ont bien compris qu'Israël ne peut pas continuer à se limiter pendant longtemps. Il va falloir porter atteinte à la Daria, au quartier de Beyrouth, détruire des bâtiments du Hezbollah dans le quartier de la Daria pour chaque drone explosif. C'est le message d'Israël aux États-Unis. Et la seule chose qui peut empêcher cela, ce serait un cessez-le-feu dans le nord. Et là, encore une fois, que serait un cessez-le-feu? Est-ce que le Hezbollah essaierait à nouveau de porter atteinte à l'armée dans la bande de sécurité? C'est des grands points d'interrogation dont nous n'avons pas pour l'instant les réponses. Vous frappez plus profondément au Liban. Alors Mathias, quand Efi Defri, une porte-parole de Tzahal, nous dit que le Hezbollah se bat pour sa survie en ce moment, cette analyse, elle est vraie pour vous? Il se bat pour continuer à essayer d'exister aux yeux des Iraniens. Parce que aujourd'hui, au moment où on se parle, la plupart des responsables, vous savez, Tzahal a eu une stratégie très claire de frapper toute la chaîne de commandement le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une décision de Tzahal de frapper non pas un commandant du Hezbollah, mais un commandant d'une division qui est rattachée au gardien des révolutions, c'est dire au Hezbollah, en fait, vous n'êtes plus rien, puisque vous êtes entre les mains de l'Iran, et c'est le vrai responsable de votre échec ou de votre défaite, c'est l'Iran. Et c'est extrêmement important, le message effectivement lancé par l'armée israélienne. D'autant, Yaakov Lapine, que pour Téhéran, on le disait tout à l'heure, le Hezbollah est prioritaire. Il y a un lien évident entre l'évolution au Liban et l'éventuel accord États-Unis-Iran. Bien sûr, sans aucun doute. Le lien, c'est que l'Iran a annoncé aux États-Unis qu'il devait faire pression sur Israël au Liban. Donc le lien est proche, on ne peut pas le nier. Un lien problématique. Mais nous devons aussi comprendre, Israël et les États-Unis viennent de terminer une guerre dramatique sans précédent. Avions américains et israéliens l'un près de l'autre contre la tête du serpent. Pour une telle coalition, il y a un prix. Israël ne peut maintenant pas dire aux États-Unis « je ne vous écoute plus, je fais ce que je veux ». Ça n'est simplement pas possible. On peut faire passer des messages, faire pression, demander, on peut se discuter à huis clos. Mais au moment où on est rentré dans cette coalition avec les Américains, on a porté gravement atteinte à la tête du serpent de Téhéran, mais une partie des prix de la réelle politique, et on ne peut pas nier que c'est une situation problématique. Mais il faut aussi comprendre les choses plus largement et sans aucun doute l'Iran exploite cette situation pour essayer de sauver son principal proxy au Liban. Je le rappelle à tous, c'est très important. Rappelez, vous savez, parfois, on est tellement dans la tactique et les événements du quotidien qu'on ne comprend pas si le Hezbollah a été créé, c'est pour faire la révolution islamique au Liban et détruire Israël. C'est ça le rôle du Hezbollah. Ni défendre le Liban, lui chaud le Liban d'ailleurs, et nous avons ici un élément essentiel de Tzahal. Ils ont vu cette semaine que les terroristes du Hezbollah ont essayé de détruire le barrage de Karon dans la vallée du Liban qui représente 20% de l'économie libanaise. Ils ont essayé de noyer
les soldats de Tzahal dans la Beka. Et donc, c'est l'armée de l'air qui les a attaqués et a empêché cette attaque. Bref, cela vous montre combien le Hezbollah ne se soucie pas du Liban et ne fait que réaliser les ordres iraniens. C'est ça sa fonction, son rôle, et il va falloir que le monde commence à comprendre ça. Effectivement, important de rappeler la raison d'être du Hezbollah, la lutte contre Israël qui passe avant toute autre considération. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans le dossier de la semaine. Merci beaucoup, Yaakov Lapin, d'avoir été avec nous ce soir. Allez, on change de front. Encore un. Et oui, Gaza cette fois, la suite des éliminations ciblées dans les rangs du Hamas. Ça avait cette fois dans son viseur Ihab Krizim, un cadre financier du mouvement terroriste accusé d'avoir transféré des millions de dollars au profit donc du Hamas. L'armée israélienne affirme qu'il avait continué à violer le cessez-le-feu en aidant à la préparation d'attaques contre des soldats et des civils. Son élimination porte un coup dur, a priori, aux efforts du Hamas pour restaurer ses capacités d'attaque. D'ailleurs, un autre responsable du groupe, Mohamed Al-Rabash, a également été tué lors de cette frappe. Il dirigeait, lui, une unité en charge de la production d'armement. On vous retrouve Mathias Inbarle. Mathias, important ce soir, c'est Binyamin Netanyahou qui veut contrôler maintenant 70% de la bande de Gaza, contre 60% jusqu'à présent. Pourquoi ? Ou plutôt entre 53 et 55%. C'est-à-dire qu'il monte encore d'un cran de 60 à 70% parce qu'il a bien conscience, Benjamin Netanyahu, que le Hamas est en train de se prendre des coups de plus en plus forts, de plus en plus sévères, notamment de son aile militaire, que l'aile politique a du mal à faire front commun et elle est complètement dans un pont d'or, dans des palaces dorés pour l'instant toujours au Qatar, et donc très loin de la problématique de la bande de Gaza. Sur le terrain, non seulement le Hamas reste fort, c'est une évidence dans le territoire qu'il dirige, mais il y a une montée progressive en puissance de certaines milices, notamment à Beit Lahia ou à Jebalia, et que ce soir, ce n'est pas pour rien que le Hamas demande à la communauté internationale d'agir face aux déclarations de Benjamin Netanyahu. Le Hamas, comme le Hezbollah, ne comprend que la perte de territoire. Et donc, c'est la perte de territoire qui va pousser le Hamas à infléchir ou à être suicidaire, exactement comme le Hezbollah. Voilà, le territoire, c'est fondamental effectivement pour le Hamas. Merci. Et le Hezbollah, merci beaucoup Mathias. Cette fois-ci, on vous libère. Et à propos de Gaza, on l'aurait presque oublié, comment se porte le fameux Conseil de la paix ? Le projet américain pour l'après-guerre à Gaza est-il déjà en train de s'enliser avant même d'avoir commencé ? Le Conseil de la paix, donc voulu par Donald Trump, se heurte aujourd'hui à une double impasse militaire et financière. Sur le terrain, d'abord, la force internationale censée sécuriser Gaza. 20 000 hommes annoncés restent largement virtuels. Aucun déploiement concret et surtout zéro financement. À cela s'ajoute un blocage stratégique majeur, c'est l'absence d'accord sur le désarmement du Hamas, question cruciale, et sur un retrait éventuel israélien. 3 questions ce soir pour le docteur Aren Chorev. Bonsoir et merci, vous êtes en direct de New York, chercheur en appel principal au centre Moshe Dayan, Université de Tel Aviv. Êtes-vous étonné, vous, par ces difficultés auxquelles fait face ce projet de Conseil de la paix ? Est-ce que c'est la guerre en Iran, par exemple, qui explique ce manque d'avancée ? Je ne peux pas dire que je sois surpris. Je suis surtout peu surpris parce qu'il était très clair que le goulot d'étranglement qui s'appelle le Hamas, qui n'est pas prêt à désarmer, c'est cela qui bloque tous les canaux que vous avez évoqués, l'économique, le politique, le diplomatique et le sécuritaire. Personne n'est prêt à investir un seul dollar dans la bande de Gaza sans que le Hamas ne soit désarmé. Ils savent parfaitement que ces investissements seront brûlés. Et donc, il y a un vrai problème qu'a exprimé l'émissaire du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, qui montre le Hamas et l'accuse d'être le seul responsable de ce problème. Il le dit dans tous les forums internationaux. Et donc, il me semble que Mladenov, comme le Conseil de la paix, essaie d'avancer en rang, c'est-à-dire d'abord régler la question du désarmement du Hamas et ensuite arriver aux autres questions, et probablement avec raison. Et structurellement, cette architecture, on va dire internationale, qu'on doit d'ailleurs au duo, encore une fois, Kouchner-Witkoff, elle est hors cadre, ONU ou Banque mondiale sont absents. Est-ce qu'on peut craindre qu'elle aura du mal à devenir crédible, concrète, viable, donc ce Conseil de la paix ?
Écoutez, c'est vrai, mais je voudrais regarder le côté positif des choses de notre point de vue israélien. C'est vrai que nous devons ne pas voir le Hamas vaincu comme nous l'espérions, mais nous avons reçu tous nos otages. Et ça, c'est un miracle en tant que tel qu'on ne peut en aucun cas oublier comme résultat formidable. La deuxième chose, c'est que même quand le Hamas menaçait que ça terminerait bien pire et que le Hamas a terminé beaucoup plus bas qu'il n'avait commencé, en 2025, le Hamas exigeait d'Israël de se retirer jusqu'à la frontière de Gaza. Et quelle est cette situation aujourd'hui? 63% du territoire de la bande de Gaza sont conquis et occupés par Israël et sont préservés par Israël. Donc le Hamas n'a plus que 37% du territoire. Situation militaire complètement différente de ce que le Hamas espérait. Et ceci grâce à cet accord. Donc il faut de la patience et bien entendu, il faut terminer la mission et désarmer et dégager le Hamas de la bande de Gaza. Sinon, rien n'arrivera de bien, ni pour les Israéliens, ni surtout pour les Palestiniens. Il faut le souligner. Pour eux aussi, rien n'avancera positivement, ni reconstruction, ni quoi que ce soit d'autre. C'est vrai qu'il y a des acquis sérieux, vous faites bien de le rappeler. Justement, concernant le cas de Gaza, l'idée, c'est de financer, c'est de piloter la reconstruction. Est-ce qu'on peut imaginer une force internationale efficace, sans accord préalable, sans accord sérieux, sur le désarmement du Hamas ? Non, c'est pas possible. Et à mon avis, Nikolai Mladenov, qui est à la tête de cela, n'a aucune illusion à ce propos. Il sait parfaitement qu'aucune force internationale ne viendra et que, en fait, ce n'est qu'Israël qui peut faire le travail. Il l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises en disant que jusqu'à ce que le Hamas ne voit les tanks israéliens devant lui, il ne comprendra pas que personne n'est prêt à renoncer et il va falloir qu'il désarme. Et donc, je ne vois pas de force internationale entrer et cela nous donne une perspective en ce qui est nos craintes au départ, tant de cette question du Conseil de la paix qui empêcherait Israël d'agir, c'est bien moins pire que ce que l'on craignait. Vous voyez les liquidations à Gaza, vous voyez les 63% occupés, vous voyez les expressions de Mladenov. Bref, je pense qu'Israël, de ce point de vue, peut être bien satisfaite et par rapport aux craintes auparavant, sans parler qu'aucun Turc ni aucun Qatari ne sont à l'horizon pour rentrer à Gaza. Éclairage toujours très intéressant. Merci beaucoup, Dr Ariel Chorev, d'avoir répondu à nos 3 questions ce soir. Et on continue avec le parti pris de cette édition, toujours en lien d'ailleurs avec Gaza. Alors, on va parler de ce ras-le-bol d'Israël envers les Nations Unies. L'ONU qui vient d'inscrire Israël, figurez-vous, sur sa liste noire des violences sexuelles dans les zones de conflit. Et oui, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, vous allez le voir, qui dénonce une décision politique. Il rappelle qu'Israël a transmis des preuves, des documents, des réponses détaillées à chaque accusation, tout en invitant des représentants de l'ONU à venir vérifier les faits sur le terrain. Il accuse l'ONU d'ignorer les faits lorsqu'ils ne correspondent pas à son narratif. Il promet de continuer à défendre la vérité, je cite, sur toutes les plateformes. Avec nous pour en parler ce soir, le parti pris Hillel Neuer. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes directeur exécutif d'United Nations Watch. Israël sur la liste noire quand même de l'ONU des violences sexuelles. Décision politique, vous êtes d'accord avec ça ? Non, c'est une décision très difficile du secrétaire général. C'est une inversion de la réalité. La réalité, c'est que le 7 octobre, c'est le Hamas qui a perpétré des crimes sexuels contre des victimes israéliennes et aussi après à Gaza avec les otages. Et il n'y a aucune preuve qu'il y avait une politique israélienne. C'est sûr, dans chaque pays, c'est possible qu'il y a certaines violations, mais en ce cas, il n'y a aucune preuve qu'il y a une politique systématique de ces abus. C'est vraiment, c'est une volonté de renverser la réalité ici et de faire d'Israël égal ou même pire que Hamas. C'est horrible. Ouais, c'est ça, et on parle souvent de cette disproportion dans les décisions de l'ONU anti-Israël. Les chiffres sont très impressionnants si on compare à d'autres pays comme la Syrie ou d'autres. Est-ce que l'ONU va trop loin? C'est la question. Bien, je ne sais pas s'il reste encore de crédibilité avec l'ONU, mais par contre, s'il y avait un petit peu de crédibilité, maintenant, on peut dire qu'il ne reste rien maintenant, vraiment.
Merci beaucoup pour ce parti pris, Hélène Neuer, d'avoir été avec nous dans la grande édition. Allez, autre chose, une petite parenthèse, un gros plan sur ce rapport d'Impact SE qui analyse 125 manuels jordaniens, manuels récents qui révèlent que l'antisémitisme et l'anti-israélisme persistent. Les Juifs sont décrits comme des traîtres, des conspirateurs. Israël disparaît des cartes, remplacé par la Palestine, vous le voyez. Le sionisme est qualifié de raciste. Le massacre du 7 octobre est présenté comme une réaction à l'oppression israélienne, minimisant les atrocités contre des civils. Et malgré quelques avancées en termes de tolérance religieuse ou de rôle des femmes, la glorification du martyr et les interprétations violentes du djihad restent omniprésentes, y compris donc pour les plus jeunes. Nous interrogeons ce soir Arik Agassi. Merci à vous. Vous êtes justement chef des opérations chez Impact SE, donc l'Institut de surveillance pour la paix et la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire. Pourquoi la Jordanie ne réforme-t-elle pas ses manuels scolaires malgré ses engagements quand même internationaux? Qu'est-ce qui empêche le pouvoir d'agir dans le sens de la paix avec son voisin israélien? Bonsoir à vous tous. Oui, c'est extrêmement préoccupant, cette détérioration du programme scolaire jordanien. C'est la 4e fois qu'on voit les manuels scolaires et qu'on a vu précédemment déjà. Tout ce qui concernait les détériorations de la présentation de Juifs depuis 2021, il y a une détérioration des relations dans les violations des standards de l'UNESCO dans l'enseignement, en particulier avec l'antisémitisme extrémiste qui décrit les Juifs collectivement comme êtres immoraux qui ont une puissance économique supérieure, et des citations de Manuel qui appelle à libérer le monde du contrôle juif, et ce type donc d'appel à la violence qui est considérée comme un code naturel juif. On n'avait jamais vu ça avant dans les manuels scolaires, et cela est en contradiction complète avec les déclarations du roi, du message d'Aman, et tout ce que la Jordanie a essayé de dire à l'Occident ces dernières années. C'est très troublant, et c'est vraiment du pur antisémitisme. Effectivement, une glorification du djihad dans les manuels. C'est la garantie, vous diriez, d'une génération entière qui est déjà alimentée à la haine du juif, et donc on est peut-être sur un schéma identique, on va dire, à celui de l'Égypte, c'est-à-dire une paix qui est froide, une paix technique, mais avec une haine d'Israël qui reste ancrée, même entretenue profondément dans les mentalités? L'Égypte est un bon exemple, en effet. Le programme égyptien que Impact SE a vérifié depuis des années, où Israël est décrit comme un bien stratégique pour la paix avec l'Égypte, donc avec des images de Begin, Sadat et Carter, alors qu'en Jordanie, on dit que le traité a été imposé à la Jordanie par le roi Hussein et Rabin le 7 octobre, est justifié comme réaction à l'agression israélienne, et que les attaques et les massacres c'est contre des implantations juives, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc il y a une chose que le 7 octobre a montré au monde, c'est que l'éducation peut vraiment amener à la violence. Et quand vous avez toute une génération qui étudie dans des manuels scolaires publiés cette année avec ce type de message, eh bien c'est très très problématique, en particulier alors que la Jordanie vient de réappliquer une loi des années 90 qui rend le service militaire obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans, hommes. Donc ces enfants qui ont ces messages et vont porter l'arme à partir de 18 ans, vous comprenez vers où ça peut aller. Il est très important donc que la Jordanie change de direction. Voilà, drôle de définition de la paix en tout cas. Merci beaucoup Arik Agassi pour cet éclairage important sur ce qui se passe dans la région aux frontières d'Israël. On poursuit avec encore plus d'actualités. Petit condensé en images, c'est l'heure de l'infochrono. Politique, religion et football, les trois mots qui résument cette séquence. Le maire de New York s'est joint à une prière de l'Aïd al-Adha hier sur un terrain de football du Bronx. Zoran Mamdani portait un camis aux couleurs du club londonien d'Arsenal, son équipe fétiche, qui a eu la finale de la Champions League samedi. L'événement réunissait en tout cas des imams et des responsables de mosquées. Prenant la parole brièvement, il a notamment évoqué l'attentat survenu il y a une dizaine de jours dans un centre islamique de San Diego. Il a promis de diriger la ville sous l'angle de la solidarité.
Et au même moment, l'État de New York vient d'adopter une loi qui instaure des zones de protection autour des lieux de culte. Objectif, faire barrage aux intimidations, au harcèlement. La nouvelle loi interdit toute activité désormais menée à moins de 15 mètres environ d'un lieu de culte lorsqu'elle vise à bloquer ou à entraver volontairement l'accès au bâtiment. Un texte qui survient sans doute au bon moment dans un contexte de hausse des manifestations justement notamment anti-israéliennes devant les synagogues. Plusieurs organisations juives ont d'ailleurs salué l'adoption de cette loi. Et puis un mot de la visite ce jeudi de Binyamin Netanyahou auprès de la brigade orthodoxe Hashmonaïm de Tsahal. Ça se déroulait dans la vallée du Jourdain. Le Premier ministre a défendu à cette occasion un modèle d'enrôlement adapté aux Haredim. Il a affirmé que les orthodoxes qui ne consacrent pas leur vie à l'étude de la Torah doivent servir dans les rangs de l'armée, mais précise-t-il, ils doivent avoir le droit d'y entrer en tant que Haredim et d'en sortir en tant que Haredim. Le chef du gouvernement a enfin salué la forte hausse du recrutement au sein de cette nouvelle brigade adaptée, on le rappelle, au mode de vie religieux. Déjà le dernier volet de notre dossier de la semaine, on a fait le tour des défis auxquels fait face le Liban. On va tenter de faire ce soir le point sur les éventuelles solutions. Impasse politique, marasme économique, emprise du Hezbollah et donc de l'Iran. Les autorités libanaises sont sans doute conscientes du péril qui plane sur le pays du Cèdre. Mais que proposent-ils? Que font-ils? Entre les efforts discrets des États-Unis et le rôle pivot de l'armée, existe-t-il une issue pour sauver Beyrouth du gouffre? Passage en vue d'abord des perspectives d'avenir en compagnie de Loïc Stécher-Chokroun. Il est l'homme qui porte l'un des derniers espoirs du Liban. Le général Joseph Fayoun, commandant en chef de l'armée libanaise, est devenu une figure centrale. Respecté par l'ensemble des communautés et soutenu massivement par l'Occident, il tente le pari impossible, maintenir l'armée comme la seule institution nationale debout et légitime. Dans l'ombre, le général multiplie les contacts pour stabiliser le pays et ouvrir des canaux de dialogue indirect via la communauté internationale. Objectif, éviter l'embrasement avec Israël, car la diplomatie internationale n'a pas totalement abandonné le Liban. Sous l'impulsion de Washington et de son émissaire Amos Hochstein, les États-Unis poussent pour l'application stricte de la résolution 1701 de l'ONU, avec comme mission obtenir un recul du Hezbollah à 30 km de la frontière derrière le fleuve Litani et le remplacer par l'armée libanaise et les casques bleus. Un plan ambitieux qui s'appuie sur le précédent de 2022 où Washington avait réussi à faire signer aux deux pays un accord historique de délimitation de leurs frontières maritimes pour le partage du gaz. Mais si la diplomatie échoue, quels sont les scénarios? Le premier, de plus en plus évoqué dans les salons chrétiens de Beyrouth, est celui de la fédéralisation, voire de la partition. Fatiguées de payer le prix des guerres du Hezbollah, certaines factions chrétiennes prônent une autonomie de gestion totale pour leur région, laissant le Sud et la Beka à leur propre sort pro-iranien. Une défaite historique pour l'idée même du Liban uni. L'autre scénario est celui d'un sursaut national provoqué par l'effondrement du parrain iranien. Sans argent de Téhéran, le Hezbollah perdrait de sa superbe. Le Liban pourrait alors entamer sa lente reconstruction, fort de cette majorité silencieuse qui aspire à la paix. Entre le chaos d'une nouvelle guerre et l'espoir d'une normalisation, le Liban est à la croisée des chemins. Son avenir ne s'écrit plus à Beyrouth, mais dans le grand jeu de poker menteur entre Washington, Téhéran et Tel Aviv. Et de facteurs économiques comme arme politique, si la crise de 2019 a détruit la classe moyenne libanaise, surtout chrétienne et sunnite, en poussant les cerveaux à l'exil, elle a aussi touché l'armée libanaise sous perfusion étrangère aujourd'hui. Alors tout de même une petite lueur d'espoir. Tout n'est pas perdu. Loïc Stécher-Chokroun pour le Liban. Bonsoir Loïc, vous nous parlez des coulisses d'une coopération militaire assez inédite et qui maintient à flot cette armée libanaise. Oui, c'est une alliance paradoxale, mais vitale, pour que le Liban ne tombe pas totalement sous le joug iranien. Les États-Unis et le Qatar ont mis en place un programme d'aide directe destiné à l'armée libanaise, un programme unique au monde. Puisque le gouvernement n'a plus d'argent pour payer ses propres soldats, ce sont Washington et Doha qui virent directement les fonds. Le Qatar a ainsi financé pendant des mois une aide de $100 en espèces par mois et pour chaque soldat, tandis que les États-Unis fournissent le carburant, les pièces détachées ou encore les rations alimentaires. Pourquoi un tel investissement, me direz-vous? Eh bien parce que pour les Occidentaux,
occidentaux. Le général Aoun et ses hommes sont le seul rempart contre le contrôle total du pays par le Hezbollah. Si l'armée libanaise se dissout, c'est l'assurance que ses armes, par exemple, ou encore ses casernes, ne tomberont pas entre les mains de la milice pro-iranienne. Une perfusion diplomatique et bien sûr également financière qui coûte des millions de dollars. Mais c'est le prix finalement à payer pour que le Liban garde un pied dans le monde libre. Comment en est-on arrivé là? C'est l'autre question également qui vient à l'esprit. Eh bien, depuis l'effondrement du Liban, l'effondrement économique en 2019, la livre libanaise a perdu 98% tout de même de sa valeur. Conséquence, le salaire mensuel moyen d'un soldat de l'armée régulière libanaise est tombé à l'équivalent de 50 à 80 dollars par mois. Pour survivre et nourrir leur famille, les soldats ont été autorisés officiellement à prendre un second emploi. En comparaison, un simple terroriste du Hezbollah touche entre 500 et 1000 dollars par mois. Il bénéficie entre autres d'une couverture médicale intégrale pour sa famille ou encore de l'essence subventionnée. Par qui? Eh bien, par l'Iran, évidemment. Merci beaucoup, Loïc, pour toutes ces données. Et pour conclure ce dossier, un expert qui est avec nous ce soir, François Constantini. Merci à vous. Bonsoir, vous êtes docteur en sciences politiques et auteur de plusieurs ouvrages, notamment les relations internationales en fiche. Alors d'abord, par où commencer si on veut aider à sortir peut-être un jour le Liban de son ornière? Relancer l'économie, vaincre le Hezbollah, tout en même temps? Je pense que tout en même temps, il y a quand même des priorités. C'est un pays... en fait, sortir en otage par le Hezbollah, pour tous les temps, parce que l'économie, le Hezbollah et ses alliés, notamment le président de la Chambre d'Abu en fait, sont en entreprise de raquette de l'État depuis la présence troyenne, depuis 35 ans, ça s'est poursuivi après 2005, après le retrait officiel de la Syrie, en fait, la mise en tutelle du pays par ses alliés de Hezbollah. Donc, c'est vrai que les radications de Hezbollah. Alors, je vous interromps, François Constantini, on a un petit souci, on a beaucoup de mal à vous entendre, on va essayer de régler ça, on vous retrouve vraiment dans un instant. En attendant, on va parler d'actualité en France brièvement avec le procès en appel de François Burga à Aix, condamnation pour apologie du terrorisme. On va rejoindre à Paris Sarah Lepriol. Shalom, bonsoir Sarah, notre correspondante. Alors, il y a un an, il avait été relaxé. Petit rappel des faits quand même avec vous, c'est important, du pédigré du personnage. Tout à fait, David. François Burga, islamologue, né à Chambéry, ancien directeur émérite de recherche au CNRS, a été condamné hier pour apologie du terrorisme. Une peine grave, sanctionnée à hauteur de 5 000 € d'amende, 3 ans d'inéligibilité, outre les dédommagements aux parties civiles, à savoir l'ALICRA, Avocats sans frontières et l'Organisation juive européenne. Alors, en France, l'apologie du terrorisme sur Internet est condamnée à hauteur de 7 ans d'emprisonnement. Il peut aller jusqu'à 100 000 € d'amende. L'effet déclencheur. En 2024, il retweet un communiqué du Hamas qui conteste et nie un article du New York Times portant sur les viols et les exactions commises le 7 octobre. Dans un autre tweet, il écrit avoir, je cite, « du respect et de l'admiration pour le Hamas ». Dans une toute autre affaire, après la condamnation des 2 figures liées à l'assassinat de Samuel Paty, il avait écrit également que la France serait sortie de l'état de droit et que nous sommes tous des terroristes. On comprend donc un peu mieux ici le personnage de François Burga. Ces tweets s'inscrivent dans une trajectoire qui est en réalité bien plus longue, puisqu'en 2020, pour le journal Le Monde, il écrivait « L'Occident se trompe dangereusement de cible en condamnant l'islam politique ». Il fait d'ailleurs très souvent référence aux frères musulmans dans ses prises de parole ou dans ses publications. Pourtant, il peut encore se pourvoir en cassation. Sa réaction publique ne s'est pas fait attendre sur X. Dans un post intitulé « Apologie de la vérité », Burga dénonce ce qu'il qualifie de condamnation politique, affirmant que la France serait sous perfusion sioniste. Les avocates des parties civiles, Maître Rosenblum ainsi que Maître Veil Rénal, qui se sont confiés à nos équipes et qu'on retrouvera un peu plus tard sur notre antenne, se disent satisfaites de la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'en le sanctionnant, a jugé
qu'on était ici non pas dans un débat d'idées et que la liberté d'expression avait ici des limites. Il est également pertinent de mentionner le média Franc-Tireur qui a suivi cette affaire depuis longtemps et de très près. Sur X, Caroline Fourest s'exprimait « Tout se voit toujours, enfin, mais si tard ». Entre-temps, Burga aura fait carrière au CNRS grâce à des travaux portant sur l'islamisme politique. Merci beaucoup Sarah Le Priol Shalom, donc depuis nos studios parisiens ce soir. Allez, connexion rétablie avec François Constantini. Encore pardon pour ce petit contretemps. On vous écoute concernant donc les solutions éventuelles qui pourraient aider le Liban à sortir un petit peu de cette ornière. Tout revient au point de départ, c'est-à-dire la prise du contrôle du Hezbollah, qui ne date pas d'aujourd'hui, en fait, c'est en 1990, avec notamment la tutelle syrienne sur le Liban. Alors, malheureusement, voilà, le son... retrait. Voilà, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi, encore une fois, le son n'est vraiment pas très bon. On va peut-être essayer de rétablir ça, mais on va rappeler en attendant la principale information de cette édition. Donc, c'est cette idée d'un accord provisoire, un mémorandum de 60 jours qui apparemment conclut, en tout cas entre les négociateurs iraniens et américains. On attend l'aval final de Donald Trump, ça pourrait prendre encore quelques jours. Également l'aval de Mojtaba Khamenei, le guide suprême iranien. Vous voyez les principales lignes, libre circulation dans le détroit d'Ormuz, aucun péage ni harcèlement maritime autorisé, donc les pratiques de l'Iran qui serait terminé, l'Iran qui devrait retirer les mines maritimes, c'est important, du détroit sous 30 jours. Levée progressive du blocus naval qui est imposé par les Américains et qui nuit fortement, on en parlait tout à l'heure, à l'économie iranienne. Engagement iranien également à ne pas développer l'arme nucléaire et puis les négociations prioritaires sur le stock d'uranium hautement enrichi, iranien 60%. Les capacités d'enrichissement également de Téhéran qui sont en discussion et puis les États-Unis qui acceptent d'ouvrir des discussions sur un allègement des sanctions. Rien n'est joué sur ce dossier très important des sanctions et le déblocage des avoirs iraniens qui sont gelés à l'étranger. On parle aussi d'un mécanisme humanitaire pour l'entrée d'une aide en Iran. À suivre, évidemment, ces développements dans les heures et les jours qui viennent. Voilà. C'est la fin de cette grande édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Raphaël Hassine et ses débatteurs pour Ça se débat. Très bonne soirée à tous sur i24.